Donc, merci Aude pour ta communication claire et concise. Tu as mis le doigt sur deux choses. Premièrement, quand on rentre en réanimation, vu le taux de mortalité, c'est grave. Et deuxièmement, la notion d'engagement thérapeutique, dont on discutera sûrement en fin de session, que va nous détailler peut-être un peu plus dans sa communication le docteur Jacques Durand-Gasselin, qui est un peu le père de la réanimation moderne de Sainte-Musse. Je vous remercie. Le grand-père, non? C'est pas ça? Non, j'ai dit le père, tu vois, le père. Bon. Je suis trop jeune pour être grand-père. Bon, simplement, moi j'ai repris un petit peu l'intitulé qu'on voulait parler, c'était les cancers bronchopulmonaires en réanimation, parce qu'on en a beaucoup. Il se trouve qu'on a une activité de cancer pulmonaire dont on vous a présenté la précédente session, qui est importante dans l'établissement. Moi, personnellement, je n'ai aucun conflit d'intérêt, puisque je ne comprends rien au cancer bronchopulmonaire, donc je ne peux pas avoir conflit d'intérêt. En ce qui concerne cette activité, je pense que c'est important de pouvoir peser la place de la réanimation entre ce qu'on nous a présenté tout à l'heure, les progrès médicaux, des recherches chez l'immunothérapie, les immunomarqueurs, les thérapeutiques ciblées, la prise en charge médico-chirurgicale qui a fait des progrès. Maintenant, on ne traite plus les cancers dans un petit coin. Maintenant, il faut qu'il y ait des RCP, une coalition de thérapeutes pour définir des projets thérapeutiques. On a fait des progrès en réanimation, notamment on a diminué la iatrogénie. Ça, je pense que vous pouvez tous en témoigner. Et puis, donc tout ça, c'est des choses qui nous inciteraient à peut-être aller plus loin en réanimation, à prendre plus de malades. Et puis après, il faut regarder un peu ce que donne la littérature. Ce que sont les droits des malades, parce qu'on n'a pas beaucoup parlé dans la journée. Les gens doivent adhérer au traitement. Tout le monde ne souhaite peut-être pas vivre jusqu'à 100 ans dans les conditions de comorbidité dans lesquelles ils vivent. Et puis, il ne faut pas oublier une dernière chose, qu'on n'a pas cité aussi, c'est que les ressources sont limitées. Alors, peut-être pas en argent, pour ce que la sécurité sociale et l'assurance maladie pourvoient à nos besoins, mais parfois simplement qu'on a multiples missions et qu'on ne peut pas toujours accepter tous les patients, notamment dans les services de réanimation, qui sont contraints. Donc pour nous, l'animateur, on a le vrai problème de savoir si prendre ces malades, c'est sauver des vies ou c'est prolonger des agonies. Et donc parfois on a des discussions importantes avec les patients, pas les patients, je veux dire déjà avec nos confrères, quand leur projet thérapeutique, on veut le comprendre et on voudrait le partager pour pouvoir être tirés tous dans le même sens et avoir la même communication. Donc ça, c'est pour vous parler un peu de la réanimation de Toulon. Bon, on augmente notre activité, on a débarqué, c'est ça, le point rouge, c'est le milieu? Ou c'est ça? C'est ça. Ah ouais, voilà, au point rouge. Le point rouge qui est là, bon, vous voyez qu'on augmente notre nombre de patients, puisqu'en 2015, on a fait 1400 patients qui sont passés par le service de réanimation UDUSC. Ce qui augmente, mais qui ne va pas pouvoir augmenter parce que le fait plat. Voilà. Donc on ne peut plus rien faire, on a des DMS qui sont très courtes, et j'imagine mal qu'on puisse aller au-delà de ce qu'on fait. Pour vous parler de la pathologie pulmonaire, ben effectivement, dans le service, on voit qu'elle augmente. Ça, c'est le nombre de rhumes avec cancer bronchopulmonaire en général. Et en jaune, c'est la part de malades qui nous viennent de la chirurgie. Donc vous voyez qu'il y a une stabilisation peut-être de la chirurgie liée aux interventions maintenant moins invasives et qui nous amènent peut-être moins de malades en surveillance systématique. Mais par contre, on voit que progresse effectivement ce qu'on pressentait, c'est-à-dire des patients qui sont traités médicalement et qui ont besoin d'un recours à la réanimation. Et ça, c'est une vérité qui n'est pas que toulonnaise, puisqu'elle est même outre-Atlantique. On augmente avec le temps le nombre d'admissions en réanimation. Et ce qui est remarquable, c'est qu'on voit que c'est surtout en intermediate care. Intermediate care, c'est notre USC. Donc le nombre de malades en réanimation, si vous voulez, classique, augmente un peu, mais c'est surtout la courbe des intermediate care qui augmente. Quand on regarde chez nous les séjours, on a vu dans la même série que j'ai fait avec Aude, 90 patients qui sont rentrés, 28 en USC, et les autres sont tous passés par la réanimation. Donc vous voyez qu'on a un quart, en gros, de nos patients qui passent par l'USC, avec des durées de séjour qui sont relativement courtes. Vous voyez, 2 jours et demi, et 3 jours même en réanimation. Ça a consommé 6% de nos journées de réanimation quand même en lit, pour ce qu'on pouvait offrir. Alors quel résultat? Les résultats, si on regarde globalement, finalement ils ne sont pas si mauvais que ça, puisque 20 décès, 22%, tous en réanimation, il n'y en a pas un qui est mort à l'USC. 28 décès hospitaliers, 31%, et ça c'est les malades généraux de l'AREA. Vous voyez qu'on a des malades graves, et qu'effectivement, globalement, qu'ils aient cancer ou pas, ils meurent à 15 ou 16% dans le secteur de réanimation.
et 25% à l'hôpital, ce qui correspond aux indices de gravité qu'on a. On n'a pas à en rougir ni à s'en réjouir. Alors d'emblée, je voudrais éliminer le cancer bronchopulmonaire et la chirurgie. Et pour dire une seule diapo, que clairement, quand vous regardez les chiffres, si vous venez pour une surveillance post-opératoire, vous avez peu de mortalité. Si vous ne venez pas pour une surveillance post-opératoire, vous avez une mortalité de 70%. Clairement, dans la littérature, le bénéfice de la morbidité et la mortalité en matière de chirurgie bronchopulmonaire, il n'y a pas de photo, il faut faire, il faut des organigrammes décisionnels, il faut bien sélectionner ces patients, et je vais dire, il n'y a pas de structure de chirurgie crédible sans activités de réanimation spécialisées. Alors, on va garder uniquement le versant cancer bronchopulmonaire et malades non opérés. Ça, c'est pour vous présenter une petite étude qu'avait fait Elie Azoulay sur ces patients-là. Et on voit que la mortalité en réanimation de ces malades présentant un cancer bronchopulmonaire est liée, comme on vous l'a dit, au nombre de défaillances, à l'existence de métastases, à l'analyse de performance, et qu'on pouvait peut-être avoir une limitation, donc les schémas trop graves, de ne pas les prendre. Nous, quand on regarde dans notre série, j'ai regardé ceux comment ils étaient morts, les malades, effectivement, les malades qui étaient morts avaient tous pratiquement bénéficié de la ventilation mécanique. Ça, c'est simplement pour faire une remarque sur ce qui a été dit tout à l'heure. Je pense que la ventilation mécanique, c'est pas quelque chose qui tue les malades, mais c'est quelque chose qu'on entreprend parce qu'on est au bout des autres thérapeutiques. Et il ne faut pas accuser la ventilation mécanique d'être mortifère, mais je crois que c'est plutôt, peut-être à nous, peut-être de savoir s'arrêter, de ne pas intuber certains patients, parce qu'on sait que les intuber, c'est de toute façon pour les prolonger leur agonie. Et ça, j'en suis convaincu, mais c'est très difficile pour nous, réanimateurs, dans quelqu'un en détresse respiratoire, de passer à une stratégie de limitation thérapeutique et de dire non, ce patient, il faut le sédater, mais l'intubation ne lui apportera rien. Je crois que c'est plus facile d'agir. Une fois qu'il est intubé, c'est beaucoup plus difficile de défaire, parce qu'il est stabilisé, que la famille, la situation est un peu stabilisée, que la famille se dit il y a peut-être un peu d'espoir, que nous aussi on y fait sans en y croire. Et je crois qu'on devrait être beaucoup plus vigilant à ne pas intuber certains patients. La réanimation non invasive vit de ce succès, c'est que je pense, effectivement, comme ça a été dit, ça évite certaines intubations. Ça permet d'éviter certaines intubations, et ça sélectionne des malades qu'on aurait peut-être intubés, c'est les moins graves des graves, si vous voulez. Et c'est ceux qui ont des chances de sortir. Voilà, ça c'était simplement pour parler de belles études, parce que j'aime bien les études américaines, parce qu'ils ne parlent pas de 50 malades ou 100 malades, ils parlent de 170 000 patients suivis pour cancer pulmonaire, 50 000 séjours de réanimation, ils ont des bases de données qui sont énormes. Dans les 5 ans, quand on suit un cancer bronchopulmonaire non opérable, il a un quart de chance de rentrer en réanimation. Le cancer bronchopulmonaire, il a une chance sur 4 de rentrer en réanimation. Ils sortent assez souvent vivants, ces secteurs de réanimation, 75%, ça veut dire qu'ils y rentrent moins graves. Par contre, à 6 mois, il n'y a plus beaucoup de survivants, il y a 35%. Et quand on regarde l'impact de la ventilation invasive et non invasive, on voit effectivement la sélection des patients les plus graves. Puis je remarque qu'il faut savoir lire des études parce qu'on ne peut pas comparer 10 000 ventilations invasives avec 500 ventilations non invasives. Ce qui m'inquiète, c'est la diapo suivante, où elle me réjouit, je suis désolé, je vais peut-être faire Cassandre, mais depuis 10 ans, il ne s'est rien passé au point de vue amélioration du pronostic. Les malades admis en réanimation pour un cancer bronchopulmonaire non opérable. Donc ça, quand vous montrez ça à un panel de réanimateurs, ils se disent, bon, très bien, qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Qu'est-ce qu'on peut faire de plus? On a fait des progrès en réanimation. Alors, il y a un bémol quand même dans cette étude encore, c'est qu'il faut regarder que les derniers malades qui ont été inclus, dans le diagnostic, le cancer bronchopulmonaire a été fait, c'était en 2005, pendant le recul des 5 ans, que Clarisse l'a très bien dit, il y a des thérapeutiques qui sont apparues depuis, et que j'espère qu'on va pouvoir changer la mortalité. Mais je pense que ces thérapeutiques, quand même, elles permettront aussi à beaucoup de patients d'éviter de rentrer en réanimation. Donc je pense que malheureusement, la sélection, complications, réanimation risque de se décaler sur d'autres patients, ou peut-être les complications de l'immunothérapie qu'on va découvrir, qu'on va apprendre à traiter, parce que je pense que toute thérapeutique active, c'est ce que j'ai appris quand j'étais plus jeune, toute thérapeutique active a forcément le revers de la médaille, et qu'on va avoir peut-être des pathologies spécifiques liées à l'utilisation de l'immunothérapie et autres nouvelles molécules. Donc,
j'insisterai là encore sur l'utilité des unités de soins intensifs et de surveillance continue. Je crois que c'est une observation en milieu sécurisé où on est capable d'utiliser des maîtrises, des techniques d'oxygénation. Je crois que ça c'est important. Je crois qu'on peut évoluer sur des techniques d'oxygénation, qu'on a affaire à des médecins spécialistes de la défaillance respiratoire et de la défaillance d'organes en général, et que ça permet de prévenir et peut-être d'investiguer, puisque Jamel l'a dit, on est quand même aussi des médecins un peu internistes et infectiologues, et on sait diagnostiquer des nouveaux virus. Il existe certainement dans ces unités un lien direct avec la réanimation, mais ça permet peut-être aussi de dire il y a vraiment une barrière physique à l'instauration d'une ventilation invasive en disant voilà, ce patient est admis à une surveillance continue. On sait que si on est obligé de sortir de ce service, ce ne sera pas pour lui parce que ça va être en réanimation et que ça ne va pas être possible. Et parce que l'intubation n'a pas de sens. Donc je pense qu'aussi, alors ça c'est le message fort, les ressources de l'unité de surveillance continue sont des ressources rares. Et les utiliser pour faire du soin palliatif, c'est de la gabegie. Je préfère utiliser l'unité de surveillance continue pour des patients à évoluer et les prendre plus tôt, comme ça a été dit, plutôt que de les gaspiller avec des malades, parce qu'on les met là, parce qu'on ne sait pas où les mettre. Donc j'appelle à la vigilance de chacun, savoir que les unités de surveillance continue, les intermédiaires, sont des ressources rares qu'il faut bien les utiliser. Je pense que dans la matière de cancer bronchopulmonaire et de maladie médicale, il ne faut pas laisser le hasard décider, il faut anticiper l'urgence, il faut éduquer le patient, il faut un projet de soins clairement établi, il faut, comme c'est recommandé, parler des soins palliatifs, notamment dans le cancer avancé, assez précocement dans la prise en charge, et avoir une conduite à tenir qui est confiée au patient et à sa famille en cas d'urgence. Alors ça, je ne résiste pas à vous présenter cette étude parce que celle-là, elle explique pas mal de choses et elle induit un peu aussi les limites de ce que je viens de vous dire. C'est une étude qui a été menée sur 2000 patients qui avaient un cancer pulmonaire et digestif évolué avec stade 4. Et ils ont fait une enquête sur 15 mois pour savoir ce qui avait été dit concernant la fin de vie et la volonté, le willing act des anglo-saxons dans la prise en charge de leur cancer grave. Et ils ont regardé ce qu'il y avait dans le dossier, ils ont fait des interviews aussi ils ont fait des interviews auprès des proches et des patients. Et ils se sont rendus compte que, bien entendu, il y avait pendant ces 15 mois beaucoup de patients qui mouraient, puisqu'on partait de 2100 jusqu'à 685, et que lorsqu'on regardait les résultats, je vais faire vite, globalement, 73% des patients, à travers le dossier médical ou leur interrogatoire ou ceux de leurs proches, témoignaient qu'ils avaient eu une information sur la fin de vie et les soins palliatifs et les alternatives au traitement curatif. Par contre, si on regarde que les 685 patients vivants, on se rend compte qu'au bout de 15 mois, il y en avait que 41% d'entre eux qui avaient eu cette information qui était notée dans le dossier ou qui leur était apparue lors d'une enquête. En gros, ce qu'on peut conclure, c'est que les oncologues ou les médecins qui prennent en charge ces patients informent tard sur les alternatives au traitement curatif leurs patients, qu'ils le font généralement au cours d'une hospitalisation, lors d'une complication, que la discussion sur le souhait de réanimation n'apparaît que dans 46% des interviews, et l'information sur le choix est dans le consigné au dossier que dans 27% des cas. Et puis, une chose qui me désole un peu, voilà, c'est qu'on a regardé dans ces patients lesquels étaient morts avec ce qu'ils ont appelé des aggressive care. C'est-à-dire soit une chimiothérapie dans les 15 jours qui précédaient leur mort, soit qu'ils avaient été admis en urgence à l'hôpital, soit qu'ils avaient été même admis en réanimation. Vous voyez qu'il y en a peu qui sont admis en réanimation, mais si on analyse un petit peu quels sont les facteurs de risque d'avoir un aggressive care en fin de vie, et bien on se rend compte que le fait déjà d'avoir quelque chose inscrit dans le dossier, ça diminue le risque d'avoir une chimio dans les 15 derniers jours. Et puis si en plus la famille est informée et que le patient ou la famille peut, le patient dans ces cas-là il ne peut pas répondre, mais la famille répondait, on a été informé sur le fin de vie, on voit que ça diminue le risque de façon significative de recevoir une chimiothérapie, je vais dire un peu inutile. Et la même chose pour l'hospitalisation en phase aiguë. Par contre, on ne le retrouve pas du tout pour ce qui concerne la mission en réanimation. Donc, ce qui m'inquiète, c'est qu'on a beau faire de l'information,
l'urgence, la détresse, le conditionnement, malgré les directives anticipées, on n'arrivera peut-être pas à éviter la réanimation. Donc ça m'inquiète un peu. Et l'espoir qu'ont les réanimateurs de dire « les oncologues, s'ils informaient, vraiment la réanimation », je pense que c'est pas évident parce que les gens ne savent pas. Et puis représenter la réanimation, ben oui, faites tout docteur, c'est très compliqué qu'ils se positionnent, et que quand on est en doute, ben on fait. Donc j'attends pas beaucoup, contrairement peut-être à ce qui peut être communément admis, que les discussions d'avant permettent d'éviter des passages en réanimation. Voilà. Pour terminer, je pense qu'il faut organiser notre risque d'admission en urgence, ça c'est très important. Faire une filière d'affaires d'accueil H24. Le patient doit avoir un dossier médical accessible. Il ne doit jamais stagner aux urgences générales, jamais. Il faut l'extraire des urgences, comme on fait les cardiologues avec les infarctus. Il faut les extraire. Il faut les hospitaliser en soins intensifs et en service selon des scores, selon des protocoles. Il faut avoir défini, voilà, malade qui a tant de défaillances, pas de défaillances. S'il y a tel score, on le mettra en réanimation ou pas. Il faut entreprendre des réanimations d'attente, ça on le sait. Il ne faut jamais aller au-delà de ce qui est prévu. On a prévu qu'on ne l'intuberait pas. On ne l'intube pas. Il faut savoir communiquer et respecter ses engagements. Voilà. Alors il faut admettre quel malade, respecter les directives anticipées. Je vous rappelle que c'est les droits du malade. Il y a des gens qui disent « je ne veux pas de réanimation » et il ne faut pas leur faire s'ils ont dit qu'ils n'ont voulu pas le faire. Il ne faut pas servir d'accueil pour des situations désespérées et entretenir de faux espoirs. Il faut se baser sur l'indice de performance. Je pense qu'on va avoir des réussites dans le matière de traitement du cancer, mais on va avoir du coup des personnes très âgées qui vont être victimes de cancer. Et qu'il y aura un moment où ce sera peut-être l'état général ou l'envie de vivre qui nous limitera. Excusez-moi. J'ai mis un petit mot sur la recherche clinique. Je pense que les réanimateurs doivent s'associer et être impliqués. Qu'effectivement, lorsqu'on essaye une nouvelle molécule, on ne peut pas non plus interrompre toute chance de sauver des vies parce qu'on va sacrifier par peut-être des résultats par des sanctions peut-être abruptes et qui ne tiennent pas compte de l'évolution des techniques et des thérapeutiques. Donc il faut qu'on nous associe, nous expliquer pourquoi vous pensez que ces patients peuvent bénéficier et aller au-delà des limites qu'on s'était fixées parce qu'ils sont dans le cadre d'une recherche clinique, mais je pense qu'ils sont informés que rentrant dans une étude clinique, les patients vont tirer sans doute un bénéfice, mais pour lesquels ils vont avoir aussi parfois peut-être un peu forcer les limites et aller peut-être un peu vers l'acharnement thérapeutique. Je pense que c'est un aspect en devenir de réanimation. Vous avez vu la courbe ascendante, je pense qu'elle ne s'arrêtera pas, qu'il faut savoir renoncer, qu'il faut impliquer les unités de surveillance continue et limiter les admissions inutiles par une réflexion d'amont qui intègre les possibilités de traitement curatif, mais aussi les patients et sa famille. Je vous remercie.